Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de révision qui va traiter du thème de la corrosion. Corrosion d'un alliage aluminium-cuivre qui est traité dans le sujet de physique-chimie de Centrale MP en 2015, qui porte sur l'alliage 2024. Donc en fait on va traiter la partie 2C de ce sujet, mais sous forme de QCM pour vous permettre de vous entraîner le plus efficacement possible. Donc le plus simple, c'est de télécharger sur le site de Centrale, dont le lien est rappelé ici, le sujet. Et puis on va prendre la partie 2C directement, donc vous lisez l'introduction, et on va ainsi s'intéresser à la corrosion de cet alliage, et pour chaque question, il y a un QCM qui est mis, vous mettez la vidéo sur pause, vous cherchez avec un papier et un crayon à refaire les démonstrations. En fait, les questions QCM qui sont posées, vous avez la réponse si vous cherchez à répondre à la question originale du sujet. Et puis ensuite on corrige ensemble. Donc cet alliage il est ici présenté, donc on s'intéresse ici à un modèle d'alliage d'un côté de l'aluminium et ici au centre du cuivre, et puis on nous explique que ces expériences ont été réalisées en laboratoire pour essayer de comprendre pourquoi on observe un dépôt en fait de cuivre sur l'aluminium suite à la corrosion. Donc il y a une succession d'étapes dans le mécanisme de corrosion qui est présenté figure 18, et en fait le sujet va s'intéresser à chacune de ces étapes et va essayer de caractériser avec les outils qu'on a du cours de deuxième année les différentes étapes de la corrosion. Donc on va traiter les questions les unes derrière les autres, et la première question nous s'intéresse à l'état de surface de l'aluminium, et on voit qu'en surface de l'aluminium il peut y avoir un oxyde, l'aluminium, Al2O3 solide, qui se forme avec la réaction ainsi écrite. Et donc dans la question 2.C.1a, on nous demande à partir des données numériques figurant à la fin de l'énoncé, déterminer pour 298 Kelvin l'enthalpie standard de réaction, l'entropie standard de réaction et l'enthalpie libre standard de réaction. Et on vous demande d'associer un commentaire physique au signe de chacune de ces trois grandeurs. Donc vous cherchez cette question, et en cherchant cette question, vous allez pouvoir répondre aux différentes propositions. Donc il y a A, B, C, D, il y a ici 6 propositions, et on vous demande lesquelles sont valides. Est-ce que la réaction qu'on vous propose est exothermique? Est-ce que delta RS0 est négatif? Est-ce qu'on peut considérer que R5 est une réaction totale? On vous propose une valeur de delta RG0, etc. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous cherchez la question, puis vous pouvez déterminer les propositions qui sont exactes. Et donc on va corriger maintenant cette question. Alors, on va calculer les différentes grandeurs proposées, l'enthalpie standard de formation, l'entropie standard de réaction et l'enthalpie libre standard de réaction. Et en fait, pour calculer l'enthalpie delta RH0 de réaction, on utilise la loi de Hess, et avec les données de l'énoncé qui sont ici, on voit que delta RH0 est négatif, vaut moins 1700 kJ par mol, et delta RS0 négatif, c'est caractéristique d'une réaction exothermique. Alors, il y a une chance sur deux, pour ça, que si vous avez oublié, retenez toujours qu'on compte toujours les transferts thermiques rentrant dans le système chimique. Donc si on trouve delta RH0 positif, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie thermique qui rentre dans le système chimique, et donc c'est endothermique. Alors que si delta RH0 ici est négatif, c'est exothermique. Au passage, vous avez vu, on a vu que dans les données, delta FH0 de l'aluminium solide et delta FH0 de dioxygène gazeux était nul. Alors on nous demandait est-ce que c'est parce que ce sont des corps simples? Eh bien ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit des corps simples dans leur état standard de référence. Et c'est pour cela que l'enthalpie de formation standard est nulle. C'est parce que l'aluminium solide et le dioxygène gazeux sont des corps simples, c'est-à-dire constitués d'un seul élément, mais dans leur état standard de référence, c'est-à-dire l'état d'assemblage le plus stable à la température considérée. Donc, donc l'aluminium solide et O2 gazeux sont les corps simples dans l'état standard de référence associés à l'aluminium et à l'oxygène. On nous demandait aussi de calculer delta RS0. Alors delta RS0, on l'utilise en faisant la somme des entropies standards molaires des produits, moins les entropies molaires standards des réactifs, en prenant bien en compte les coefficients stoichiométriques. Et on trouve ici quelque chose de négatif, moins 0,31 kJ par Kelvin par mol. Et alors on peut associer le signe de delta RS0 à la production de molécules de gaz ou à la disparition de molécules de gaz. Donc pour commenter le signe de delta RS0, il suffit de regarder si la réaction au final a consommé plus de molécules de gaz qu'elle n'en a produites, ou l'inverse. Et comme delta RS0 est une grandeur associée au désordre, entre guillemets, eh bien, si la réaction produit plus de molécules de gaz qu'elle n'en consomme, alors delta
delta RS0 sera positif, alors que si elle en consomme davantage qu'elle n'en produit, delta RS0 sera négatif. Et donc ici, quand on revient sur l'écriture de la réaction, on s'aperçoit qu'il y a 3 demi-molécules de gaz qui sont consommées et aucune produite, donc il y a une diminution du nombre de molécules de gaz au cours de la réaction, et donc delta RS0 est négatif. Et donc si on revient sur la proposition E, est-ce que le signe de delta RS0 se déduit en comparant le nombre de molécules consommées par rapport au nombre de molécules produites par la réaction? Eh bien non, c'est uniquement les nombres de molécules de gaz qu'il faut regarder, donc là la question E c'était faux. Et ensuite, on nous demandait de calculer delta Rg0. Alors, delta Rg0, on utilise delta Rg0, c'est delta RH0 moins T delta Rs0. On fait attention aux unités, à bien tout remettre en joules par mol. Et on trouve à la fin delta Rg0 qui est moins 1,61 10 puissance 6 joules par mol. Ce n'est pas simple directement d'interpréter le signe de delta Rg0. Le plus simple, c'est d'en déduire la constante d'équilibre K0, qui est exponentielle de moins delta Rg0 sur RT, et là, si on fait l'application numérique, on trouve quelque chose de très très grand devant 10 puissance 4, et donc on peut interpréter que la réaction étudiée pourrait être considérée comme totale. Alors, si on fait le bilan, la réaction était donc exothermique, elle avait une entropie standard de réaction négative, et elle peut être considérée comme totale. Les autres propositions sont fausses, ici il manquait un plus, ici il fallait préciser que c'était les molécules de gaz, et ici il fallait préciser que c'était des corps simples dans leur état standard de référence. Voilà pour cette question de révision de thermochimie. Alors, encore un petit peu de thermochimie. On nous dit montrer que la réaction R5 se produit spontanément dans l'air ambiant et conclure quant à l'état de surface de l'aluminium. Alors, comment montrer que la réaction se produit spontanément dans l'air ambiant? Donc, vous allez chercher et puis vous allez essayer de répondre parmi les propositions suivantes lesquelles sont valides. Alors, est-ce que spontanément l'alumine va se déposer en surface de l'aluminium? Est-ce que le quotient de réaction initial, c'est-à-dire on prend, imaginons, de l'aluminium tout seul, qu'on met dans de l'eau, ou qu'on met de l'aluminium qu'on met en présence d'air ambiant, excusez-moi. Est-ce que le quotient initial de réaction est supérieur à la constante d'équilibre? Et dernière question, est-ce que le signe de delta Rg0 associé à une réaction permet de prédire si la réaction R5 va se dérouler dans le sens direct ou indirect? Alors vous allez réfléchir à ça, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous cherchez un petit peu. Et pour répondre, donc pour savoir si une réaction va se produire spontanément, il est toujours intéressant de comparer le quotient de réaction et la constante d'équilibre. On sait qu'ils sont égaux à l'équilibre, mais quand on est hors équilibre, la comparaison la comparaison de Q et de K0 permet de savoir si la réaction va avoir lieu dans le sens direct ou indirect. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer de l'aluminium dans de l'air, et puis on va voir si quel est le quotient de réaction initial de cette réaction. Alors, déjà, on sait que K0, la constante d'équilibre de la réaction précédente, c'était extrêmement grande. Là, on est plus de 10 puissance 281. Et initialement, donc si on revient voir la réaction, on avait une formation de Al2O3 solide à partir de 2Al solide plus 3 demi de dioxygène. Donc voilà, on met de l'aluminium en présence de ce dioxygène et se produit cette réaction. Alors le quotient de réaction, c'est l'activité du produit sur l'activité des réactifs en prenant en compte les chiffres stoichiométriques en puissance. S'il y a déjà de l'alumine présente au début un petit peu sur l'aluminium, vous avez de la L2O3 solide qui est seul dans sa phase et c'est un solide seul dans sa phase, son activité vaut 1. S'il n'y a pas d'alumine au départ, son activité est nulle. L'activité de l'AL solide qui est seul dans sa phase, c'est également 1. Et pour le dioxygène, si on est dans l'air ambiant, on a du dioxygène gazeux. Et donc son activité, c'est la pression partielle du dioxygène sur la pression standard P0. Et ça fait 0,2, puisque la pression partielle du dioxygène dans l'air ambiant, c'est 0,2 bar, puisque on est dans une pression de 1 bar, et 20% des molécules de l'air sont du dioxygène. Et donc, finalement, on a une petite incertitude sur la valeur du quotient de réaction initiale en fonction du numérateur. C'est-à-dire que si à présence de L2O3, l'activité vaut 1, s'il n'y en a pas déjà initialement, c'est 0, mais dans les deux cas, quand on fait l'application numérique, le quotient de réaction à l'état initial sera très petit devant la constante d'équilibre K0. Et donc, comme Q sera inférieur à K0 à l'instant initial, eh bien, on a une réaction qui se produit dans le sens direct. Et donc, il va y avoir formation de Al2O3 solide. Donc, l'aluminium va nécessairement s'oxyder en surface lorsqu'il est placé dans l'air et il y aura formation d'alumine sur l'aluminium. Donc, si on revient sur les propositions qui étaient données, est-ce que spontanément de l'alumine va se déposer en surface de l'aluminium? Oui,
puisque le quotient de réaction est plus petit que K0, donc il y a formation de produit. Est-ce que le quotient de réaction initial est supérieur à la constante d'équilibre? Non, ça c'est faux. Il était inférieur, donc hop, il était inférieur. Et est-ce que le signe de delta Rg0, alors on l'a pas utilisé ici, mais on aurait peut-être pu, est-ce que le signe de delta Rg0 permet de prédire si la réaction va se dérouler dans le sens direct ou indirect? Alors la réponse est non, ça c'est faux. Mais je l'ai mis parce que c'est une erreur qu'on peut souvent faire. Ce qui permet de décider si la réaction se fait dans le sens direct ou indirect, c'est est-ce que Q est plus petit que K0 ou Q est plus grand que K0. Et une autre manière de voir si Q est plus petit ou plus grand que K0, c'est de calculer delta Rg, et non pas delta Rg0. Delta Rg, c'est delta Rg0 plus RT log de Q, mais on sait aussi que delta Rg0, c'est moins RT log de K0. Et donc ça fait RT ln de Q sur K0. Puisque delta R0, c'est moins RT ln de K0. Et donc on voit tout de suite que comparer Q à K0, ça revient à déterminer le signe de delta Rg. Par exemple, si Q est plus petit que K0, delta Rg est négatif. Et donc, en effet, si on a une réaction pour laquelle delta Rg est négatif, on peut savoir qu'elle va se dérouler dans le sens direct, de manière spontanée, alors que si delta Rg est positif, elle va se dérouler dans le sens indirect. Mais c'est bien le signe de delta Rg qui compte, et pas le signe de delta Rg0, donc la proposition C était fausse. Alors allons voir la question suivante. On nous demande donc si la température et la pression ont un effet sur l'avancement de la transformation. Donc je vous rappelle, la transformation, c'est la formation d'L2O3 solide à partir de 2Al solide plus 3,5 de O2 gazeux. Donc est-ce que l'augmentation de la température ou de la pression modifie l'avancement de la transformation, et si oui, dans quel sens? Alors, plusieurs possibilités. La température n'a pas d'effet, la température contribue à faire augmenter l'avancement de la transformation si on augmente la température. Troisième possibilité, si on augmente la température, l'avancement diminue. Et on a les mêmes propositions pour la pression. Et donc là, je vous laisse chercher cette question, mettre sur pause et on corrige juste après. Donc on va regarder ça. Donc la méthode de rédaction pour ça, on va d'abord faire la température et après on fera la pression. Il faut toujours partir d'un état d'équilibre initial où on a Q égale K0. Et puis on se dit, tiens, on va augmenter la température, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passera quelque chose si un des deux paramètres, Q et K0, Q ou K0, est modifié par la variation de température. K0 ne dépend que de la température. Q, eh bien, il dépend souvent des fractions molaires des espèces présentes et éventuellement de la pression. Tout ça, on s'en rend compte en écrivant l'expression de Q. Alors là, on est sur la température, donc il faut réfléchir sur K0. Est-ce que K0 dépend de la température? Et pour savoir si K0 dépend de la température, le mieux, c'est de regarder la loi de Van 't Hoff. Et la loi de Van 't Hoff, elle nous donne la dérivée de ln de K0 sur dt, et elle dit que c'est delta RH0 sur RT carré. Autrement, elle lie le signe de la dérivée de ln de K0 sur dt au signe de delta RH0. Et donc ici, delta RH0 est négatif. Ça veut dire que ln de K0 est une fonction décroissante de la température. Ça veut donc dire que K0 est une fonction décroissante de la température. Autrement dit, si on augmente la température, K0 diminue. Donc qu'est-ce qui se passe? On part, et ça dans la rédaction il faut être très vigilant, on part d'un état d'équilibre initial, Q égale K0. On augmente la température, on s'aperçoit que K0 diminue. Et donc Q est désormais plus grand que K0. Et comme pour aller à l'équilibre, Q veut rejoindre K0, eh bien, comme Q est plus grand que K0, on va avoir une évolution de la réaction dans le sens indirect pour rejoindre l'équilibre avec Q égale K0. Et donc si on a une évolution de la réaction dans le sens indirect, c'est donc que l'avancement va diminuer, et donc une augmentation de la température se traduit par une diminution de l'avancement. Alors on aurait pu prévoir ce résultat puisque la loi qualitative de modération de Van 't Hoff nous dit que c'est le sens endothermique qui est favorisé par une augmentation de température. Or nous avions vu que la réaction étudiée était exothermique dans son sens direct, donc c'est forcément le sens indirect de la réaction qui allait être privilégié si on augmentait la température. Mais la démonstration attendue en général, c'est celle-ci. On part d'un équilibre initial où Q est égal à K0, on augmente la température et on voit maintenant qui est plus grand que qui. Est-ce que c'est Q qui est plus grand que K0 ou l'inverse? On va faire la même chose avec la pression. Alors, K0 ne dépend que de la température, donc quand vous allez augmenter la pression, K0 ne bougera pas. Et ça, vraiment, c'est très important. Des fois, on voit des expressions de K0 en fonction de P. Non. K0 ne dépend que de la température, donc si on modifie la pression, c'est peut-être le quotient de réaction qui va être modifié. Donc on va écrire le quotient de réaction.
partir de l'activité des réactifs et des produits, et on va faire apparaître la pression totale P dans le quotient de réaction. Alors ça, on le fait en utilisant le fait que la pression partielle d'un gaz, donc ici O2, c'est la fraction molaire de ce gaz, fois la pression totale du mélange. Donc là, ça fait apparaître la pression totale. Et donc, on a ici une expression de Q en fonction de P. On s'aperçoit donc que si on augmente P, dans le cas présent, Q va diminuer. Eh bien, on refait la même chose. On repart d'un état d'équilibre initial, Q égale K0. On augmente la pression, et on s'aperçoit que Q diminue. Q est désormais plus petit que K0. Si Q est plus petit que K0, on va avoir une évolution de la réaction dans le sens direct. Donc un déplacement d'équilibre dans le sens direct, et donc ça va se traduire par une augmentation de l'avancement. Donc P a une influence sur l'avancement, et quand P augmente, l'avancement augmente. Donc si on conclut, on avait donc une augmentation de la température contribue à faire diminuer l'avancement de la transformation, alors qu'une augmentation de pression fait augmenter l'avancement de la transformation. Donc voilà pour cette question. Alors allons voir la question suivante. Désormais, nous nous intéressons à de l'électrochimie, après avoir fait des révisions de thermochimie. Ici, on est sur de l'électrochimie. On nous présente des courbes intensité potentielle liées aux couple de l'aluminium, du cuivre, de l'eau. Et on les observe et on nous demande est-ce que ces courbes permettent de justifier la corrosion de l'aluminium? Et si oui, identifier quel métal joue le rôle d'anode et celui qui joue le rôle de cathode. Alors, les questions associées par rapport au QCM sont, parmi les propositions, lesquelles sont valides? Dans une courbe intensité potentielle, les oxydations correspondent aux branches pour lesquelles I est inférieur à 0. L'existence d'un potentiel mixte permet de s'assurer que la corrosion de l'aluminium va avoir lieu. On aura ici une cathode en cuivre et une anode en aluminium, et on va observer l'oxydation de l'eau. Alors, voilà, ces propositions peuvent vous mettre aussi sur la voie pour la réponse au sujet original. Et on va corriger, vous mettez sur pause et on corrige juste après. Donc on va corriger, et puis on va s'intéresser aux courbes intensité potentielle qui nous sont proposées. Et on voit, donc on rappelle que les valeurs de I positif, ça correspond aux oxydations, alors que là, nous avons les réductions. Et donc, on a 3 oxydations possibles. Ici, l'aluminium en Al3+, l'aluminium en Al3+, le cuivre en Cu2+, et l'eau en dioxygène. On nous propose une réduction, le dioxygène en H-, sur une électrode de cuivre. On sait que s'il y a corrosion, c'est qu'il y a une réaction redox. Et donc, il y a 2 couples impliqués dans une réaction, et que des électrons produits à l'oxydation vont être consommés à la réduction. On sait aussi que ça va se faire... on a de l'aluminium, du cuivre qui sont collés, donc ça va se faire à un seul potentiel, qu'on appelle le potentiel de corrosion, ou le potentiel mixte. On n'est pas dans le cas d'une pile, par exemple, où on a deux demi-piles, 2 électrodes qui sont séparées, par exemple, par un circuit électrique, et donc qui sont à 2 potentiels différents. Ici, l'aluminium et le cuivre forment un alliage, et donc on est sur, d'un point de vue électrique, on est sur le même potentiel. Donc s'il y a de la corrosion, ça doit se faire un unique potentiel qu'on appelle le potentiel mixte. Alors, comme il n'y a qu'une seule réduction possible, eh bien on va considérer cette réduction-là, et on va regarder avec laquelle des oxydations il pourrait y avoir une réaction redox cinétiquement favorisée. Alors en fait, on s'aperçoit, si on regarde bien, que on va chercher un potentiel E, qu'on appelle le potentiel mixte, tel que tous les électrons fournis par l'oxydation vont être consommés par la réduction. Donc, tel que le courant d'oxydation, en valeur absolue, soit égal au courant de réduction. Et donc, qu'en fait, le courant d'oxydation est égal à moins le courant de réduction. Alors, si on regarde, a priori, on pourrait en chercher un entre Cu2+ et Cu. Si je zoome ici, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel ici, qui permet d'avoir IOX ici, et IRED symétrique, qui serait égal à moins IOX. Alors, c'est un courant faible, mais on peut trouver un potentiel où on a IOX égale moins IRED. Mais surtout, quand même, il y a un autre couple il y a un autre ensemble de couples qui donne quelque chose de plus important. C'est ici. Vous avez le courant d'oxydation qui est ici. Et ici, le courant de réduction qui est égal à moins le courant d'oxydation. Et ça amène à des courants plus grands et donc à un échange d'électrons plus rapide. Et quand c'est ça, quand on a une hésitation finalement entre 2 oxydations pour une réduction, on va toujours prendre
On va faire l'hypothèse que c'est celle qui mène au plus grand courant d'oxydation qui va avoir lieu, et puis on vérifie a posteriori que si on se place sur ce potentiel mixte là, eh bien on voit bien que c'est par rapport à cette courbe là, on est sur un courant nul. Et donc ça veut bien dire que l'oxydation du cuivre n'aura pas lieu à ce potentiel, et que par contre on a un potentiel où on a l'oxydation d'aluminium qui va fournir tous les électrons nécessaires à la réduction de O2 vers HO-. Donc ici on est typiquement dans le cas de l'oxydation de l'aluminium et de la réduction de O2 sur électrode de cuivre. Donc, écrivons tout ça. Donc on a trouvé l'existence d'un potentiel mixte pour lequel Iox égale moins Ired est non nul. Et donc ça veut dire qu'il y a bien oxydation de l'aluminium. L'oxydation se produit sur l'électrode qu'on appelle l'anode, donc on va avoir l'aluminium qui va être l'anode ici. Et sur le cuivre, qui va donc être l'électrode de la réduction et donc la cathode, on va avoir réduction de O2. Donc ce qu'on peut écrire, on peut maintenant écrire les demi-équations associées à chaque couple. Donc l'oxydation de l'aluminium, elle est écrite ici. On va aussi écrire la réduction de O2. Alors on va d'abord l'écrire en milieu acide, parce que c'est plus facile à équilibrer. Donc c'est le couple O2H2O. Donc on a ici l'équilibre. Et puis ensuite on va se mettre en milieu neutre pour faire apparaître les HO-. Donc on va ajouter deux HO- de chaque côté pour trouver ici l'équation de la réduction. Et donc ensuite on peut en déduire l'équation redox totale en regroupant les deux demi-équations. Ce n'était pas demandé ici, mais on aurait pu le faire. Et donc, parmi les propositions suivantes lesquelles étaient valides, eh bien, les oxydations correspondent aux branches pour lesquelles I est positive, donc ça c'était faux. L'existence d'un potentiel mixte permet de s'assurer que la corrosion de l'aluminium va avoir lieu. Eh bien, pas exactement, il faut trouver un potentiel mixte pour lequel Iox égale moins Ired, donc ça c'est la définition du potentiel mixte, mais il faut vérifier que Iox égale moins Ired et qu'ils sont non nuls. On peut trouver des fois bon alors ça c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais avec des couples lents, voilà, on peut trouver voilà, un premier couple, on a Red vers Ox, ici Ox2 vers Red 2. Vous avez ici un potentiel d'abandon qu'on peut définir comme le potentiel mixte, pour lequel Iox égale moins Ired, mais est égal à 0. Donc en fait, il ne se produit pas d'oxydation, et donc dans ce cas-là, la réaction n'a pas lieu. Donc il faut bien vérifier que le courant Iox et Ired sont non nuls. Et est-ce qu'on va observer l'oxydation de l'eau? Eh bien non, puisque l'oxydation de l'eau, c'était celle qui était ici, et elle, on voit qu'elle ne va pas permettre de potentiel mixte avec cette réduction-là, qui mènerait à un courant d'oxydation non nul, donc l'eau ne va pas s'oxyder. Donc voilà pour cette question. On va faire la suivante. Alors la question suivante, on nous dit qu'on admet qu'il y a formation d'ion L3+, et que ça entraîne une acidification du milieu, et que cette acidification, elle ne peut pas être compensée par la migration d'autres bases. Et donc on nous demande d'écrire deux demi-équations d'écrire la réaction d'oxydoréduction entre deux couples, et en déduire que l'acidification rend favorable la formation des ions Cu2+. Alors là, ça se prêtait pas bien à des questions QCM, donc on va juste regarder la correction. Quand on vous demande une réaction redox entre deux couples, on n'essaye pas de l'équilibrer directement, on écrit les demi-équations associées à chaque couple, et seulement après on équilibre. Donc là on a la demi-équation associée au premier couple, la deuxième demi-équation associée au deuxième couple, et on en déduit. Là on a mis deux électrons échangés de chaque côté, donc la réaction d'oxyde de réduction entre Cu2O et O2, et on nous demande on nous demande de justifier que l'acidification du milieu rend favorable la formation d'ions Cu2+. Alors, une manière un peu rapide de répondre, c'est de dire plus le milieu est acide, plus on a d'H+, et donc plus cette réaction-là va avoir lieu, et donc plus on va former de Cu2+. On peut essayer de répondre à cette question de manière un peu mieux rédigée, en réfléchissant encore à comment est déplacé l'équilibre de la réaction si on augmente la quantité de H+ en solution. Et on va faire la même chose que ce qu'on avait fait avec la pression et la température, c'est-à-dire qu'on va partir d'un équilibre initial, on va augmenter la concentration en H+, et on va voir comment Q ou K0 est modifié, et voir dans quel sens se déplace l'équilibre de la réaction. Alors, partons d'un équilibre initial, Q égale K0, exprimons le quotient. Alors K0 ne dépend que de la température, donc que de la température.
donc ça ne va pas être modifié ici par la présence d'ion H+. Par contre, le quotient de réaction, lui, peut être modifié, donc on l'écrit ici. On écrit l'expression du quotient de réaction, et on voit en effet qu'il fait apparaître la concentration des ions H+, et on voit que si la concentration des ions H+, augmente, Q diminue. Et donc Q se retrouve plus petit que... On part d'un équilibre initial où Q égale K0, on augmente la concentration en ions H+, Q diminue, Q devient plus petit que K0, et donc on va avoir un déplacement de l'équilibre dans le sens direct, et donc formation de Cu2+. Et donc en effet, l'augmentation de la concentration en H+, c'est-à-dire l'acidification du milieu, favorise la formation de Cu2+. Et là, on l'a rédigé correctement. Donc passons maintenant à la question suivante, où on a encore une étude de courbe intensité potentielle. Donc dans la question suivante, on nous donne encore plusieurs courbes intensité potentielle, et on nous demande de justifier le dépôt de cuivre à la surface de l'aluminium. Et donc le QCM associé, c'est parmi les propositions suivantes, lesquelles sont valides. Ces courbes permettent de justifier l'oxydation de l'aluminium, ou ces courbes permettent de justifier l'oxydation du cuivre. Alors on va répondre, vous avez mis la vidéo sur pause, vous avez cherché, et maintenant on répond. Donc on voit parmi les courbes qui sont proposées qu'on a l'oxydation ici de l'aluminium, la réduction du cuivre, la réduction des ions Al3+, et l'oxydation du cuivre. On sait qu'on a des ions Cu2+ en solution, donc on sait que d'après la question précédente, on a vu que l'acidification du milieu, ça pouvait produire des ions Cu2+. On a de l'aluminium aussi, puisqu'on s'intéresse à un alliage d'aluminium. Et donc on voit que, en fait, entre cette oxydation et cette réduction, sur l'aluminium, on peut trouver un potentiel mixte, ici, E, tel que IOX, ici, et IRED soient opposés l'un de l'autre, et qui sont non nuls. Donc IOX égale moins IRED, différent de 0. Et bien ça va justifier le fait que cette réaction va avoir lieu, que Al va s'oxyder en Al3+, et que Cu2+ va se réduire en Cu. A priori, ça c'est pas dit dans l'énoncé, mais on imagine, vu ce que dit l'énoncé, que cette réduction va se produire sur l'électrode d'aluminium, et donc du cuivre va se déposer sur l'aluminium. Donc ces courbes permettent de justifier l'oxydation de l'aluminium, bah oui, tout à fait, alors que l'oxydation du cuivre, elle ne va pas avoir lieu, puisqu'elle ne mène pas de potentiel mixte, avec une autre réduction, qui permet d'avoir un courant d'oxydation non nul. Donc, si la courbe de réduction Cu2+ Cu a bien été tracée sur une électrode d'aluminium, alors le potentiel mixte pour lequel IOX égale moins IRED différent de 0 justifie bien l'oxydation de L3+ en Al. Et la réduction de Cu2+ en Cu, d'où le dépôt de cuivre observé sur l'aluminium. Ces courbes permettent de justifier l'oxydation de l'aluminium. Alors on continue pour la dernière partie du sujet. On s'approche de la dernière partie. On nous explique que on a de l'aluminium, et pour protéger l'aluminium de la corrosion, en fait la couche d'alumine Al2O3 constitue une barrière naturelle. Mais on essaye d'augmenter son épaisseur par électrolyse pour améliorer l'efficacité de cette protection par la couche d'alumine. Et on nous donne la courbe intensité potentielle acquise avec une électrode en aluminium plongeant dans une solution conductrice. Et on nous demande d'expliquer ce qui se passe lors des phases A et B, et de proposer une explication au fait que l'intensité reste très faible dans la phase C. Donc voilà la question qui était posée. On va associer le QCM suivant. Parmi les propositions suivantes, alors qu'est-ce qui est valide? On observe la passivation de l'aluminium dans la zone A. L'aluminium passivé continue de s'oxyder légèrement, et dans la zone B, il y a formation d'une couche de protection. Alors vous mettez sur pause, et on corrige. Alors, dans la phase A, on a cette phase-là, c'est finalement une courbe d'intensité potentielle assez classique. On est sur l'aluminium, donc ça va être la corrosion de l'aluminium qui va se corroder en un ion, et donc celui qu'on étudie depuis le début de l'exercice, c'est Al3+, donc ça c'est ce qui se passe au début. Et cette forme des courbes d'intensité potentielle, où il y a une chute en fait du courant à partir d'un certain potentiel, c'est une forme très classique qu'il faut reconnaître et qui correspond au phénomène de passivation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'oxydation va mener à la formation d'un oxyde sur le métal, et cet oxyde il va rester en surface sur le métal, et donc il va recouvrir petit à petit le métal, empêchant le métal après d'être corrodé par la solution. C'est-à-dire qu'en fait, au début vous aviez de l'aluminium, qui donnait de l'aluminium Al3+, parce qu'il était Al3+, parce qu'il était en contact avec une solution.
C'était en solution, et donc la solution entraînait la corrosion de l'aluminium. Et ensuite, quand on augmente le potentiel, en fait, on va former une autre espèce qui va se déposer en surface de l'aluminium et qui va en fait protéger l'aluminium de la solution extérieure. Et c'est ce qu'on observe en zone B. Et ça, c'est donc le phénomène de passivation, c'est qu'il y a l'oxyde formé reste en surface. Donc ici, ce sera de l'Al2O3 solide, va rester en surface. Donc l'aluminium se corrode, se transforme en Al2O3, qui reste en surface et qui finalement protège l'aluminium et donc refait diminuer le courant de corrosion. Alors on voit que cet oxyde en fait n'est pas parfait, puisque le courant de corrosion ne tend pas vers 0. Il y a toujours un petit peu de courant de corrosion, ça veut dire que cet oxyde recouvre à elle, mais peut-être il est encore un peu poreux ou il n'est pas assez épais. Il y a encore un petit peu de corrosion qui a lieu, mais elle est nettement plus lente que la corrosion qu'on observait bien notamment ici, hein, puisqu'on sait que la vitesse de corrosion est directement proportionnelle au courant mesuré. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on observe à partir de B la formation de L2O3 qui passive l'électrode, et ensuite, dans la zone transpassive, c'est la zone ici, l'intensité n'est pas rigoureusement nulle, peut-être que L2O3 est un peu poreux ou pas assez épais, donc ce qu'on peut dire, c'est que dans la zone A, non, ce n'est pas la passivation de l'aluminium, c'est sa corrosion en anion. Dans la zone B, l'aluminium passivé... Pardon, dans la question B, l'aluminium passivé continue de s'oxyder légèrement, bah oui, puisqu'on voit qu'ici, I est non nul. Et dans la zone B, il y a formation d'une couche de protection, bah oui, c'est ça le phénomène de passivation. Et donc maintenant, on va essayer de faire grossir la couche d'alumine par électrolyse. Et donc on nous dit, lors de l'électrolyse, à quelle borne va-t-on devoir brancher la pièce en aluminium qu'on veut recouvrir d'alumine au générateur de tension continue, donc justifier au moyen d'un schéma électrique, et on va faire la question C en même temps. On nous dit qu'on fixe le potentiel de l'électrode d'aluminium à moins 0,25 volts par rapport à l'électrode de référence, déterminer l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche d'alumine au bout d'une heure de fonctionnement. Donc les questions associées pour le QCM, c'est la pièce en aluminium doit être branchée à la borne moins du générateur, le système chimique va recevoir de la puissance lors de l'étape d'électrolyse. Pour une mole d'électrons ayant circulé, on aura 6 moles d'Al2O3 formés, et l'épaisseur d'alumine formée est inférieure à 1 micromètre. Quelles sont les propositions valides? Vous mettez sur pause et on va corriger. Alors, regardons ce qu'on va faire. On a donc, pour l'instant, on a fait un schéma naïf. Pour les électrolyses et tout ça, il faut toujours faire des schémas pour bien analyser la situation. On fait un schéma naïf de la situation. On sait qu'on va vouloir former de l'alumine à partir de Al, et on sait que ça va se faire en oxydant l'aluminium. C'est ce qu'on a vu précédemment avec la courbe intensité potentielle. On a vu que l'aluminium s'oxydait, puis qu'au bout d'un moment, il y avait formation d'Al2O3. Donc si on oxyde l'aluminium, c'est que l'aluminium va perdre des électrons. Donc, les électrons vont dans ce sens-là. Et donc le sens positif du courant sera comme ceci, puisque le sens positif du courant est dans le sens inverse des électrons. Bon, mais ça nous dit pas au niveau de la bande plus du générateur. Bien, on sait qu'ici, d'un point de vue électrique, on a un générateur électrique, c'est-à-dire qu'il va fournir de la puissance électrique au système chimique. Autrement dit, la puissance fournie par ce générateur est positive. Or, la puissance fournie, c'est le produit U fois I quand on le met en convention générateur. Donc, si je mets en convention générateur ce système, eh bien, j'ai U fois... Donc, c'est le cas ici, puisque je viens de mettre U dans le même sens que I. U fois I doit être positif. Comme I est positif, eh bien, U est positif. Et donc, j'en déduis que la borne plus est là, et la borne moins est là. Donc, première étape, on a déterminé le sens du courant dans le circuit électrique. Deuxième étape, comme on analyse le fait que le générateur doit fournir de la puissance, on en déduit le sens de U, positif, et donc on déduit que l'aluminium doit être branché à la borne plus du générateur. On nous demande ensuite de faire un petit calcul d'épaisseur formée. Alors pour cela, on va réécrire... Alors déjà, on nous donne l'information que E-ERF égale moins 0,25 volts, et ça, si on va lire sur la courbe intensité potentielle qui était donnée un peu plus, voilà, qui était donné juste un petit peu plus haut. Si on connaît, on sait qu'on est dans cette zone-là, hein, eh bien on peut relever le courant de corrosion en microampères par centimètre carré et on va en déduire le courant. Donc ça, c'est, enfin, 0,25 c'était plus par ici. Et donc on va relever ce courant.
Donc on relève un courant d'environ 150 microampères par centimètre carré. En fait, ce qu'on appelle le courant de corrosion, ici, c'est la densité volumique de courant, puisqu'il est en ampères par mètre carré. Et donc c'est l'intensité vraiment qui circule dans les fils, divisée par la surface immergée de l'électrode. À partir de l'intensité, on peut revenir à la charge qui traverse le circuit électrique en sortie des électrodes, puisqu'on sait que la charge qui circule dans le circuit, c'est l'intensité fois la durée de l'expérience, qui est ici d'une heure. On écrit l'équation d'oxydation de l'aluminium qui forme le Al2O3, et on s'aperçoit que pour une mole d'Al2O3 formé, on a 6 électrons qui ont été échangés. Alors, le plus simple pour ne jamais se tromper, c'est de faire un tableau d'avancement qui récapitule les choses. Donc au départ, on avait donc on fait un tableau d'avancement avec la quantité d'Al2O3 formée, puisque c'est la masse d'Al2O3, enfin l'épaisseur d'Al2O3 qu'on cherche. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis, comme on nous donne l'intensité, c'est intéressant de réfléchir sur la charge qui a circulé dans le circuit. Alors, donc on peut faire un tableau d'avancement. On voit qu'à l'état initial, il n'y avait pas d'Al2O3 qui avait été formé, il n'y avait pas encore eu d'électrons qui avaient été échangés dans le circuit, et donc la charge qui avait circulé dans le circuit était encore nulle. Et à l'état final, eh bien, on sait que là, il y a un coefficient stoichiométrique de 1, donc on a un avancement xi. Le nombre d'électrons échangés lui vaut 6xi, avec xi l'avancement final, et la charge échangée, en fait la charge échangée, il suffit de regarder la charge d'une mole d'électrons, qu'on appelle le Faraday. Donc le Faraday, c'est la charge d'une mole d'électrons, c'est 96 500 coulombs par mole d'électrons échangés. Et donc, on multiplie le nombre de moles d'électrons échangés par F, et on en déduit la charge qui a circulé. Donc, à l'instant final, il y a 6xf coulombs qui ont circulé. Mais si on connaît Q, donc on sait que 6xf, on connaît l'intensité, on l'a relevé ici, et on connaît le temps de l'expérience, eh bien, la seule inconnue qui nous reste, c'est xi. Et donc, on peut isoler xi, on trouve que c'est I delta T sur 6F, mais comme xi, c'est aussi la quantité d'Al2O3 formée, on va pouvoir en déduire la masse d'Al2O3 formée. Oups, pardon. Et, en utilisant la masse volumique, ici, on va pouvoir trouver l'épaisseur d'Al2O3 formée, qui est donnée ici. Et quand on fait le calcul, on trouve une épaisseur de l'ordre de 0,24 micromètres. Donc je répète, la logique de l'exercice, ça a été de se dire, on connaît l'intensité, parce qu'on l'a relevé sur les courbes d'intensité potentielle, alors à la surface près, mais les surfaces se simplifient après. On connaît l'intensité, on connaît la durée d'expérience, donc on peut connaître la charge totale qui a circulé dans le circuit. Cette charge totale, on va la relier au nombre de moles d'électrons échangés et donc au nombre de moles d'alumine formés. Ça, le plus simple, c'est de le faire avec le tableau d'avancement, comme on l'a fait en rajoutant, par rapport au tableau d'avancement classique, une colonne nombre de moles d'électrons échangés, une colonne charge circulant dans le circuit, et en passant de l'un à l'autre en multipliant par le Faraday. Une fois qu'on a la quantité d'Al2O3 qui a été formée, on en déduit l'épaisseur en disant que à partir de la quantité on peut trouver la masse, et que la masse d'Al2O3 formée c'est la masse volumique fois le volume c'est l'épaisseur fois la surface de l'électrode, et à partir de ça on déduit l'épaisseur. Et donc parmi les propositions qui ont été proposées, on sait que le système chimique va recevoir de la puissance lors de l'étape d'électrolyse, c'est ce que nous avons vu, et on sait que l'épaisseur d'alumine formée est inférieure à 1 micron. Alors il y avait, pour une mole d'électrons ayant circulé 6 moles d'Al2O3 ont été formés, non c'est l'inverse, c'était pour une mole d'Al2O3, il y avait 6 moles d'électrons qui avaient circulé, et la pièce en aluminium devait être branchée à la borne plus du générateur. Donc voilà pour cette partie de centrale. Vous voyez, elle est bien parce qu'elle permet de réviser pas mal de choses à la fois de thermochimie et d'électrochimie. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est que des classiques, quasiment, sur cette partie. Et donc sur des sujets centrales, qui parfois ont des parties quand même en physique un peu difficiles, où vous pouvez avoir des difficultés, sachez souvent que les parties de chimie quand même sont en général comparablement de difficultés inférieures. En tout cas, ça vaut le coup d'aller chercher les parties de chimie, parce qu'il y a des points à prendre, et si vous connaissez bien vos classiques, vous connaissez bien vos méthodes usuelles, vous pouvez vraiment bien réussir sur ce genre de sujet,